Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver avec une vidéo que vous m'avez demandé, Chuck Norris, président des États-Unis. T'as le bonjour d'Alfred. Alors, je suis navré si je vous ai fait attendre, mais enfin, il se trouve que je me suis plié le dos la semaine dernière et que j'ai dû, si j'ose dire, lever le pied. Donc, j'en ai profité pour faire de la vidéo, de la photo, pardon, dans ma campagne suisse romande. Enfin voilà, je me suis un peu adonné à ma marotte, mais enfin un peu avec des loisirs de vieux parce qu'il fallait bien récupérer. Et puis j'ai aussi installé une station de traction sur mon balcon. Voilà, où vous allez voir Adrien, mon fils de 8 ans, en plein exercice. Je me suis dit que si je pouvais un peu déjà m'entraîner chez moi, sachant que je bosse beaucoup assis, ça allait m'aider. Allez. Donc, pour ceux qui découvrent la chaîne, on va juste donner 2 ou 3 éléments de contexte. Donc, Oui. en fait, j'ai déconné il y a, Allez. je sais pas, au début du mois de novembre, quand Trump a été élu, en disant que bah oui, les Américains, en gros, avaient voté Chuck Norris parce que, en clair, ils voulaient un monde où les hommes ressemblent à des hommes, des femmes à des femmes, où les gamins obéissent, se couchent pas au milieu de la route pour sauver le climat, où on conduit avec des gros pick-up et où, en gros, on bouffe de la viande rouge, quoi. Voilà. Et puis on boit de la bière après le boulot sans qu'il y ait des accusations de masculinité toxique et des trucs comme ça. Et ça a fait délirer, enfin ce propos un peu libre, un peu bourrin, sans grande nuance évidemment, a fait délirer certains d'entre vous qui m'ont dit que je devais absolument l'approfondir. Et c'est donc ce qu'on a décidé de faire en compagnie de ma femme, puisqu'on s'est farci une série de navets de la période entre, je dirais à peu près 85 et 95. On a regardé Portée disparue 1 et 3, on a regardé Hellbound, on a regardé The Hitman et on a regardé Sidekicks. Et puis, bah, pour tout vous dire, j'ai aussi une solide culture générale en matière de Chuck Norris parce que bah, quand il y avait encore ces magasins, on louait des vidéos. Bah voilà, moi quand j'avais 16-17 ans, je sais pas pourquoi, j'ai eu une longue série où j'ai regardé à peu près tous les Chuck Norris pour déconner. Non seulement les Chuck Norris d'ailleurs, mais aussi les Michael Dudikoff qui jouait toujours une sorte de ninja blanc, et aussi les Billy Blanks, vous savez, l'inventeur du Taïbo, c'était une espèce d'aérobic, boxe, karaté. Si mes souvenirs sont bons, au moment où Chuck Norris lui faisait de la pub pour un truc pour les abdos, ou un truc pour la muscu dans son salon, en gros, bah, Billy Blanks, lui, nous vendait les mérites du Taïbo. On pouvait certainement acheter des cassettes vidéo pour ça. Donc voilà, j'ai une certaine familiarité avec cet univers un peu de série B bourrine, hyper patriotique, etc. à l'américaine. Et donc, dans cette vidéo, on va répondre à une question toute simple, mais vous verrez que la réponse est beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît. Cette question, c'est la suivante. Est-ce que l'Amérique de Trump 2.0, j'entends, hein, sera celle que Chuck Norris met en valeur depuis des décennies dans ses films, mais aussi dans ses textes, parce que Chuck Norris a une activité de blogueur, il écrit des articles, etc. Et donc on va y réfléchir sur la base d'éléments récurrents que j'ai identifiés dans les navets que j'ai vus ou revus et ceux que j'ai encore en tête. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord remercier mes 4 tipeurs réguliers. Donc vous avez la description, enfin dans la description un lien pour les rejoindre, et puis remercier aussi tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Et donc je vous ai dit que je suis passé par quelques jours un peu difficiles. Je me suis fait un lumbago, hein, je me suis plié le dos, et enfin j'espère que c'est qu'un lumbago d'ailleurs. Et ça m'a permis de prendre un peu du recul lors de ces marches photographiques dont je vous parlais, et peut-être de voir un peu mieux ma stratégie 2025. Je vous décrirai ça en fin de vidéo. On se rend chez Chuck maintenant. Alors déjà un point, moi je ne suis pas critique de cinéma. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment savent que bah, moi mon domaine d'expertise c'est la philosophie conservatrice, c'est aussi la science des religions que j'ai étudiée. Et je sais que ça peut sembler un peu curieux d'avoir ces domaines plutôt académiques, disons, d'analyser, je dirais, de creuser le sujet de Chuck Norris sur la base de cette expertise-là. Mais enfin, il faut savoir que Chuck Norris lui-même partage régulièrement ses convictions, qu'elles soient politiques, philosophiques ou religieuses, dans ses tribunes, comme je vous disais. Et donc, il a évidemment apporté son soutien à Trump cette année, mais ça a aussi été quelqu'un, je crois que c'était un proche de W. Bush il y a 25 ans, et puis il a aussi apporté à plusieurs reprises son soutien à Netanyahou. Et puis, en fait, l'engagement politique le plus fort dont je me souviens de Chuck Norris, c'était en 2008. Donc, en 2008, ça faisait 2 ans qu'il y avait eu l'explosion de ce qu'on appelle les Chuck Norris Facts, vous savez, ces petites blagues sur Chuck Norris. Enfin, voilà. Et donc, il avait un peu ce renouveau là.
et il l'avait utilisé pour soutenir Mike Huckabee, qui était un baptiste comme lui, et que Donald Trump d'ailleurs a annoncé comme futur ambassadeur des États-Unis en Israël. Donc, en résumé, avec Chuck Norris, on est sur de la vraie droite évangélique, conservatrice, sioniste, patriote, etc. Enfin, créationniste, je crois qu'il est intelligent design, je ne crois pas qu'il soit jeune terre, mais ça serait encore à vérifier. Il y a différentes familles dans le monde créationniste. Mais enfin, ce qu'on va voir, c'est d'abord le type de pensée qui se manifeste dans ces films, parce que on est aussi un peu là pour rigoler aujourd'hui. Alors, il y a un premier truc qui ne fait pas forcément marrer, mais qui est assez présent dans ces films, c'est une forme de racisme light, si vous voulez. Bon, il y a un enjeu qui est lié à la période où ont été tournés ces films. Moi, ceux que j'ai vus, ils sont voilà, sur en gros une grosse décennie entre 85 et 95. Ils faisaient des films depuis bien plus longtemps que ça, comme vous savez. Mais dans ces films d'action, ben, il y a souvent les marques d'un racisme un peu paternaliste, je dirais, qui frappe quand on regarde ces navets 30 ans plus tard. Pour donner quelques exemples, dans Hellbound, qu'on appelle Face à l'enfer, donc ça c'est une sorte de thriller horrifique comme ça, donc c'est un film de 1995, Chuck Norris a un coéquipier qui s'appelle Calvin Jackson et qui incarne une caricature, si vous voulez, donc il est flic comme lui, et qui incarne une caricature de noir rigolo, second couteau dans les films de cette époque. Alors on voit un mec, il a bon cœur, mais il est un peu paresseux, ou alors dans la majeure partie du film qui se passe en Israël, il y a un gag récurrent où le mec se plaint de crever de faim, puis que Chuck Norris s'en fout complètement. Chuck, lui, qui maîtrise son corps, qui maîtrise ses pulsions, donc son coéquipier noir a aussi peur, là où Chuck Norris lui dit non, non, ça va y aller, enfin, on va y arriver, etc. Donc il y a aussi une caricature de mec qui ne sait pas faire face à ses instincts, quoi. En quelque sorte, il y a une forme d'animalité qui est calquée sur la personne du second couteau noir, et puis ça c'est clairement une forme disons de racisme un peu caractéristique, je dirais, de cette époque. Et dans un autre film qui s'appelle The Hitman en 91, donc, qui est pas mal, c'est un film assez rigolo, un peu gangster comme ça, avec un scénario tout biscornu, mais enfin c'est quand même assez rigolo à regarder, il pète des bras, on est bien. Et bien on a un bel exercice là de Chuck qui nous démontre, face à un jeune noir harcelé qu'il a pris chez lui pour l'aider, il lui montre que les blancs peuvent aussi être victimes de racisme. Il explique sa propre expérience face à des Amérindiens. Ça n'est pas tellement que ce garçon ne m'aimait pas, parce qu'il ne me connaissait pas. C'était plutôt parce que mes yeux étaient trop clairs, mes cheveux n'étaient pas assez foncés, ma peau était trop pâle. Donc ça, c'est un aspect qui peut faire doucement rigoler, mais qui s'inscrit en fait dans une condamnation du racisme qui est fréquente sous la plume de Chuck Norris. Je vous parlais des Chuck Norris Facts en 2006, donc ces phrases complètement hyperboliques, complètement dingues. Chuck avait dit ouais, c'est sympa, c'est rigolo, mais attention, il y en a certaines, je me désolidarise parce qu'il y a de la discrimination et des choses comme ça. Il y a une sorte d'ambivalence chez Chuck Norris, c'est-à-dire qu'il est héritier il est héritier d'un conservatisme, en gros, bon, le politiquement correct, voilà, qu'il aille se faire foutre, mais en même temps, du pur vrai racisme, ça, il aime pas. Mais pour autant, encore une fois, que ça soit dirigé vers les minorités, disons, américaines, quoi. C'est-à-dire que chez Chuck Norris, il n'y a pas de racisme conscient, mais il y a des réflexes paternalistes qui sont combinés, je crois, à des ficelles du cinéma de son époque. On peut penser dans le même registre à sa description de la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays qui intervient dans les portées disparues, parce que c'est un peu la base arrière avant qu'il aille libérer ses camarades d'infortune au Vietnam. Et la Thaïlande est toujours décrite comme un pays complètement poisseux, où les gens vivent la nuit, il y a des putes partout, tout le monde picole, les gens crient, ils sont un peu sales, etc. Donc on a une vision qui est quand même assez misérable de ce pays. Où on peut aussi parler de la représentation des Français, puisque je sais que la moitié des gens qui me regardent sont Français. Les Français apparaissent comme un peu pleutres, un peu, ouais, c'est des lâches, ils sont pas virils, c'est un peu des mollusques, enfin voilà, c'est pas sérieux. Donc il y a vraiment des représentations très archétypales chez Chuck, et par ailleurs une condamnation du racisme. Donc ça, je trouve que c'est assez en phase avec le type de discours qu'on aura sous l'administration Trump. Donc là, je viens à un deuxième aspect qui est plus vraiment du racisme à proprement parler, puisqu'il ne se concentre pas sur la couleur de peau, mais qui est une autre forme de ce que lui verrait, je dirais, comme un combat civilisationnel. C'est-à-dire que s'il est contre le racisme qui est fondé sur la pigmentation, comme je le disais,
Chuck Norris ne s'en révèle pas, moi, complètement anti-arabe dans ses films, mais alors vraiment à degré caricatural. Dans Hitman, par exemple, il n'hésite pas à appeler directement ses adversaires, qui sont à un moment des musulmans, il les appelle merguez. Tu viens de creuser ta tombe. Tu te répètes, merguez. On a ces gens qui sont représentés comme décadents, ils sont dans des bistrots, t'as des nanas qui bougent comme ça, avec les seins qui... Enfin bon voilà, ils mangent des trucs que Chuck Norris, lui qui est représentant du bon goût, en tant qu'Américain, trouve absolument dégueulasse, tant il est vrai que la nourriture libanaise est largement inférieure à celle du Texas, en tout cas chez Chuck Norris, c'est pas ma vision des choses. Donc il y a vraiment un truc hyper caricatural, hyper américano-centré, et puis on voit aussi ces gens qui paraissent complètement fanatiques. Allah nous protège. Eh bien alors, vous ne sentirez rien. Un autre point sur lequel on peut penser, c'est Delta Force. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai pas réussi à le retrouver, Delta Force, mais je m'en souviens assez bien, parce que je l'ai vu à plusieurs reprises dans ma vie. Et il y a un moment de détournement, on a des terroristes libanais qui détournent un avion qui doit amener des gens des États-Unis, je pense à Tel Aviv, j'imagine. Et à un moment, une dame relève sa manche quand il y a le détournement, et puis on voit qu'elle a des numéros qui datent de sa déportation dans les camps. Et là, elle dit ah, ça recommence. Donc dans la pensée, donc ça c'est un film de 86, un film israélo-américain. Donc ceci explique aussi un peu cela, mais on voit que ça dérange aucunement Chuck Norris, qui lui-même a plusieurs fois dit qu'il devait être en phase avec les valeurs de ses films. Bah, ça le dérange aucunement qu'on calque en gros l'Allemagne des années sombres, qu'on calque cette image sur le nationalisme arabe de son époque. Donc on a clairement un discours de choc des civilisations qu'on retrouve aujourd'hui dans le discours de Trump et des gens autour de lui. On peut penser à Elon Musk qui a eu des déclarations constamment très très pro-israéliennes depuis plusieurs mois. Je vous parlais avant de Face à l'enfer, ce thriller horrifique. Bon, voilà. C'est un film qui est pas bon dans l'absolu. Enfin, je sais pas s'il y a d'ailleurs un Chuck Norris qui soit bon dans l'absolu, mais c'est un film qui est super intéressant du point de vue de la sociologie de la religion. Donc je vais vous faire un peu le speech. On a un suppôt de Satan, parce que Chuck Norris, il peut gagner contre pratiquement le diable lui-même, tellement il est fort. Donc on a un suppôt de Satan qui doit recoller les morceaux d'un sceptre qui a été réparti entre les sages des représentants de différentes confessions. Donc le diable, enfin le suppôt de Satan en question là, qui est un bonhomme, un chauve à cheveux longs, comme souvent les méchants dans les films de cette époque, il commence son œuvre, d'abord en attaquant un rabbin. Donc le rabbin fait partie du monde des sages auquel a été donnée cette mission de protéger les bouts de ce sceptre. Et puis, et ça m'a surpris, il y a une certaine forme d'œcuménisme malgré tout, puisqu'après c'est des prêtres catholiques qui doivent amener leur bout de sceptre en sécurité au Vatican. Donc les catholiques sont dans le camp du bien, eux aussi, comme les juifs, mais par contre, eux, ils sont un peu ridicules, on les voit hyper superstitieux, qui se signent non-stop. Et puis, on a aussi un discours un peu abscon, où il y a un mec qui fait une monstre envolée théologique, et puis l'autre prêtre en face lui dit bon, faut que j'aille aux toilettes. Voilà. Tutti possiamo fare di tenerci strettamente con la nostra fede, e la volontà di Dio ci guiderà. Io voglio il gabinetto. Certo, certo. Donc on voit que c'est quand même un christianisme assez superficiel tel qu'il se manifeste chez les catholiques. Donc il y a un œcuménisme, mais avec ses limites, comme c'est d'ailleurs assez souvent le cas d'ailleurs chez certains évangéliques, même si c'est un milieu dont je suis proche et qui a beaucoup évolué et où j'ai énormément d'amis, mais disons, dans certaines représentations très stéréotypées d'il y a 30 ans, c'était ça, un catholique, ça pouvait pas être un mec qui était vraiment dans la foi, il y avait tout un truc à dégrossir autour. Voilà. On va parler d'un troisième point, c'est le virilisme. Alors c'est l'aspect le plus kitsch, et puis en même temps c'est un peu le plus sympathique de l'œuvre. Parce que Chuck Norris, qui n'a pas de grand talent d'acteur, hein, d'ailleurs au début les gens ne voulaient pas l'engager pour ça, du coup il sait faire qu'une seule gueule, c'est le mec stoïque qui donne les ordres et qui est entouré de faire valoir. Donc c'est aussi propre au cinéma de cette époque, mais dans le fond en fait c'est pas plus mal, c'est-à-dire que moi pour ma part en tout cas, moi j'ai pas envie de voir Arnold Schwarzenegger changer les gosses, j'ai pas envie de voir Chuck Norris qui a des gros états d'âme, machin, ça m'emmerde. Moi je veux le voir casser des bras, péter des nuques, tirer sur les méchants, et puis seul buter 250 mecs qui sautent sur des trampolines. En fait c'est ça qu'on veut.
Et donc, du point de vue politique, je pense que ça cadre cette figure un peu du mec surviril qui décide, quoi. Ben, je trouve que ça cadre tout à fait avec le patriarche Trump. Si vous vous souvenez des dernières images, enfin des premières images après son élection, vous avez un peu la petite fille qui pleure parce que son grand-père a toujours été tellement courageux, puis qu'il aime tellement l'Amérique, et puis lui qui est attendri, enfin voilà. Et donc il y a ce côté où c'est le patriarche qui vient remettre de l'ordre, et puis il y a aussi un discours de redresseur de tort qui a beaucoup marqué la campagne de Trump, qu'on retrouve aussi chez Norris. C'est-à-dire que quand Chuck Norris va libérer ses compagnons au Vietnam, bah voilà, vous avez toujours un discours de vengeance contre ce qu'on leur a fait subir, tant d'ailleurs dans la bureaucratie américaine qui les a laissés mourir, que chez le Viet Minh. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et il y a quelque temps, moi j'avais été frappé de voir dans un clip à la gloire de Trump que Musk avait diffusé sur son réseau, sur Twitter, et il y avait des représentations qui étaient hyper stéréotypées, de rapports hommes-femmes qui sentaient bon les années 50, la nana avec son petit tablier, lui qui rentrait du travail, enfin voilà. Et faut avouer que Chuck Norris, c'est les années où il a grandi, hein, oui, de ce point de vue, lui aussi, il peut faire de grandes choses. Là, je vais vous mettre un extrait de Walker, Texas Ranger. Lisa, tu veux bien aller te mettre auprès de la camionnette et fermer le portail en passant, s'il te plaît? Elle est là. Vous voulez bien la rejoindre? En résumé, est-ce que le monde de Trump 2.0 sera celui de Chuck Norris? Alors, à bien des niveaux, on a vu que oui. On sent d'ailleurs que Trump a su exploiter la nostalgie d'un monde qui était le monde des Stallone, des Schwarzenegger, mais aussi des Chuck Norris en série B. Un monde où voilà, les mecs, c'est fini, quoi, les cheveux bleus déguisés en danseuses, qui font la loi, qui nous expliquent ce qu'on a le droit de bouffer, comment on doit écrire, etc. Donc ce monde-là, on sent qu'il y a une volonté d'en finir. Et Chuck Norris, avec tout son kitsch, c'est clair qu'il incarne ça depuis des décennies. Donc oui, il y a un peu un retour au monde de Chuck Norris, donc je ne retire pas mon analyse un peu à l'emporte-pièce d'après l'élection. Pour autant, là où je pense qu'il faut apporter de la nuance, c'est qu'il y a une tension entre l'image paléo-conservatrice, c'est-à-dire voilà, le chrétien conservateur, un peu shérif, etc. Il y a une tension entre cette imagerie paléo-conservatrice et l'aile muskienne, je dirais, du nouveau Trumpisme. En fait, si vous regardez les films de Chuck Norris, en gros, il réactive la figure du cow-boy. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand Chuck Norris était gamin, son père, qui était alcoolique, tapait sa mère, etc. Bon, et puis Chuck Norris, sa manière de s'évader, c'était de voir des justiciers dans le Far West, etc. Et c'est sans doute ce qui l'a amené lui-même, comme gamin, je crois à 15 ans, à se lever puis dire à son père, une fois il avait trop cogné sur sa mère, la prochaine fois c'est à moi que tu auras affaire, etc. Donc il y a cette idée qui irrigue la psyché de Chuck Norris du bien se levant contre le mal. C'est la figure du justicier qui, en gros, voilà, a donné a donné John Wayne et plus tard a donné Walker Texas Ranger, la série qui a sauvé la fin de carrière de Chuck Norris. Donc chez Chuck Norris, c'est le bien contre le mal, c'est le justicier qui se lève, le shérif, mais c'est pas un justicier à la Charles Bronson, si vous voulez, parce que Chuck Norris intervient toujours avec des méthodes viriles, mais dans le cadre de la loi. Et là aussi, c'est un peu voilà, c'est un peu l'image, disons, de l'administration trumpienne qui se présente aux élections, machin, mais qui va mener un peu une politique un peu plus couillue. Donc c'est un peu la démocrature, si vous voulez. Donc la figure, il y a des convergences entre la figure du héros norricien et ce que veulent les gens autour de Trump. Je pense que les gens autour de Trump aiment bien cette figure, mais je pense que pour autant, c'est pas leur horizon. C'est-à-dire que le combat contre l'avortement, contre le transhumanisme, ou même la drogue, hein, d'ailleurs, je pense que très clairement, c'est pas le truc d'un Elon Musk. Je pense qu'ils s'en foutent complètement. D'ailleurs, sur la drogue, on se souvient qu'il avait lui-même fumé un joint chez Joe Rogan dans son podcast qui avait fait chuter les actions de Tesla d'ailleurs, je crois. Et donc voilà, c'est pas un puritain, alors que Chuck Norris lui est dans une veine puritaine, même si on va boire une bière après le boulot. À mon sens, les valeurs de ces films d'action, de ces séries B qu'on a un peu
qu'on s'est farci avec 2 ou 3 bières parce qu'on n'est pas puritain chez moi, eh bien, les valeurs de ces films d'action, je pense qu'elles seront plus exploitées que réactivées dans les années à venir. Et ça, c'est l'excellent, et ça, c'est le constat, je vais y arriver. Et ça, c'est le constat d'un excellent papier que j'ai publié il y a quelques semaines, qui met l'accent sur l'opposition entre ce qu'on appelle les technoprêtres, la figure archétypale c'est Musk, d'un côté, et les conservateurs à l'ancienne de l'autre. Et je pense que Trump, lui, qui certainement utilise la foi plus qu'il ne se sent réellement appelé par quoi que ce soit, eh bien je pense que Trump devra tenir en équilibre entre ces deux pôles, au milieu de cette coalition qu'il a sous lui. Et je pense que ce sera pas simple. Voilà pour la fin de mon analyse des Chuck Norris. Si je devais vous dire d'en regarder un parmi ceux qu'on a fait avec ma femme, moi j'ai bien aimé Portée disparue 3. C'est celui où il y a la mythique punchline sur je mets les pieds au jeu et c'est souvent dans la gueule. J'ai bien aimé Hitman aussi, qui est vraiment très très con. Le scénario, encore voilà, c'est pas simple, on comprend pas toujours. Enfin, c'est mal foutu, quoi, mais c'est assez distrayant. Et puis il a une coupe mulet d'anthologie. Je voulais finir encore par partager avec vous, comme je vous disais, les réflexions sur l'avenir de cette chaîne. Donc, je vais pas faire des heures, mais simplement, comme j'avais un peu du temps devant moi, vu que j'étais pas bien, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire avec mon journal. Si vous voulez, avec mon journal, il y a beaucoup de gens qui veulent écrire chez moi, et c'est très bien, ça amène de l'air frais, c'est pas toujours moi qui tiens le crachoir, etc. Et donc, ça me permet de me dire que sur cette chaîne, on pourrait faire d'autres choses l'année prochaine. Moi, mon projet, c'est de vous faire des lives très réguliers. Alors, l'idéal, ce serait d'en faire un live hebdomadaire sur la chaîne YouTube. Donc je vais travailler avec des gens qui veulent m'aider là-dessus. J'aimerais faire des débats plateaux, aussi avec des gens qui ne partagent pas du tout les convictions plutôt conservatrices, disons, de cette chaîne. Donc il y a vraiment des axes de développement dans ce sens-là que vous pouvez soutenir, comme toujours, avec les outils que je vous ai dit. En début de vidéo, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose que je voulais vous dire. Oui, évidemment, je veux continuer avec ce genre de contenu. J'entends simplement les diversifier. Donc voilà, 2025, année de la chaîne YouTube Le Peuple, j'espère, et ça sera grâce à vous. Donc n'hésitez pas à partager mes contenus s'il vous plaise, et peut-être que la prochaine fois je partirai sur l'univers des Steven Seagal. Voilà, chers amis, chers camarades, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.